Depuis 4000 ans, chaque société trouve que les dettes augmentent plus rapidement qu'elle ne peut les rembourser. Le problème, c'est que ces sommes sont dues à une petite oligarchie de 10% de la population en haut de l'échelle. Il faudrait annuler la dette envers cette minorité, mais ce n'est pas ce qui se profile. C'est elle qui décide. Elle préfère priver les 90% de la population du droit de vivre que de se priver de l'argent qui lui est dû. Elle préfère dépouiller la planète et décimer la population pour être payée, plutôt que de renoncer à son dû. C'est le combat politique du XXIe siècle. Les banques centrales sont quotidiennement en contact avec les institutions financières opérant sur le marché et effectuent un certain nombre d'opérations avec elles. En fait, la banque centrale est la banque des banques. Chaque banque commerciale détient un compte auprès de la banque centrale de son pays, comme tout citoyen possède un compte auprès d'une banque commerciale. Toutes les opérations entre la banque centrale et les banques commerciales s'effectuent au moyen de ces comptes, qui sont également utilisés pour les transactions réalisées sur le marché monétaire. Sur ce dernier, les banques se prêtent des montants très importants pour de courtes périodes. À l'instar des autres banques centrales, la Banque centrale européenne peut agir sur le niveau des taux d'intérêt du marché monétaire. Les conditions appliquées sur ce marché ont une incidence considérable sur tous les autres taux d'intérêt, et par conséquent sur les prix, et sur l'ensemble de l'économie, par le biais de divers canaux faisant partie d'un processus complexe appelé mécanisme de transmission de la politique monétaire. Il est important de comprendre que les enjeux géostratégiques ont été primordiaux dès le départ, et dans la construction de la Banque mondiale, et dans la construction du FMI. Ce sont des organismes qui ne sont pas démocratiques. Vous savez que c'est plus proche de l'entreprise que de l'Assemblée générale de l'ONU. À l'Assemblée générale de l'ONU, c'est un pays égale une voix. Au FMI, à la Banque mondiale, quand un pays adhère, il apporte des capitaux. Il ne peut pas apporter les capitaux qu'il veut. Il apporte des montants qui sont proportionnels à son poids dans l'économie mondiale. Donc on dit, vous pesez pour tant dans l'économie mondiale, vous apportez tant. Il ne peut pas négocier ni à plus ni à moins. Et il reçoit un nombre de droits de vote qui, grosso modo, est proportionnel à l'argent qu'il a apporté. Donc c'est comme un actionnaire pour une entreprise. Ça veut dire qu'on a des pays qui ont beaucoup de voix, et on a des pays qui en ont très peu. Oui, c'est qui ça? C'est la Commission européenne, le Fonds monétaire international et la Banque centrale européenne. On appelle ça la Troïka. La spécialité de ces gens-là, c'est le massacre à la tronçonneuse, hein? Austérité, privatisation, casse sociale. Les Grecs, demande-le, ça en savent quelque chose. Troïka, tu dis. Et ils sont élus par qui, ces fous furieux? Par personne. Alors on s'en fout. Oui, enfin, c'est pas si simple. Le gouvernement a abandonné volontairement une partie de son pouvoir à cette Troïka. Et aujourd'hui, il dit qu'il n'a plus le choix. Il obéit, il signe, il coupe, il applique l'austérité. Est-ce que vous comprenez ce qu'est un fonds d'investissement structuré? Je veux de la simplicité, une banque honnête que je comprends. Ce devrait être possible si davantage de personnes comme moi avaient leur mot à dire dans le fonctionnement de leur banque. Enfin, pas seulement moi, mais des milliers d'autres qui ensemble peuvent s'impliquer en partageant de bonnes idées qui mèneront à de nouveaux projets. Nous pouvons alors construire une banque à taille humaine, pas une banque qui distribue des bonus extravagants. Quel est mon intérêt ? Notre banque, c'est une banque où ma voix compte, où je peux choisir ce qu'il convient de faire avec mon argent. Car évidemment, je préfère que mon argent finance l'école de ma fille plutôt que l'industrie nuisible. Aujourd'hui, dans cette 7e vidéo, je vais répondre à la question « Quelle est la définition d'une économie basée sur les ressources, une EBR ?» Une EBR est un système économique dans lequel les ressources planétaires sont détenues en tant qu'héritage commun de tous les habitants de la Terre. Nos connaissances actuelles en cyber-ingénierie sociale font que ce système est conseillé, à partir de maintenant, dans notre histoire. Car le système monétaire, inventé vers -4000 par les Sumériens, vu notre niveau technologique actuel, devient dépassé pour répondre aux besoins présents et futurs de l'humanité. Peut-on se faciliter la vie sans argent? Oui, grâce au CEL. En fait, CEL est l'abréviation de Services d'échanges locaux. Mais c'est quoi exactement? Il s'agit d'associations dont l'objectif est de gérer des échanges de services sans utiliser d'argent et à condition qu'ils ne soient pas professionnels. Ainsi, un boulanger ne pourra pas échanger du pain contre un service. La valorisation du service se fait en heures. Ainsi, 1 heure de cours de néerlandais est égale à 1 heure de jardinage.
Les échanges multilatéraux sont valorisés en monnaie fictive et autonome, aux noms variés. Le blé, le grain de sel, les cacahuètes, la noix de coco. Prenons un exemple. Vous gardez des enfants pendant une soirée. Pour cela, vous serez crédité de 100 grains de sel qui représentent votre service. Maintenant, vous pouvez dépenser ces grains de sel contre d'autres services, en cours de guitare par exemple, et tout cela sans dépenser le moindre sou. Le revenu de base est universel, individuel, inconditionnel et suffisant pour assurer à chacun une vie digne et sa participation dans la société. Ce nouveau droit fondamental pour l'humanité éradiquerait non seulement l'extrême pauvreté, mais encouragerait également les activités non marchandes, artistiques, parentales ou bénévoles. Mais c'est aussi une mesure économique. Un revenu de base pour tous revient à soutenir les entreprises locales. Finalement, il nous permettrait d'exercer pleinement notre citoyenneté.